À présent, la suite du cours sur le calcul différentiel, avec notamment le paragraphe sur la règle de la chaîne. Donc il y a deux règles de la chaîne, une règle de la chaîne à une variable et une règle de la chaîne à deux variables. Donc on considère ici une fonction f qui est de classe C1 sur u. Alors u, pour rappel, c'est ce qui a été posé au début du chapitre, mais c'est un ouvert de R puissance P. Et on suppose qu'il y a une famille phi de fonctions de classe C1, définie sur l'intervalle I de R, est tel que, à chaque fois, le P uplé phi 1 de t, phi 2 de p, phi p de t soit dans U. Alors on s'intéresse à la fonction g qui à t associe f de phi 1, phi 2, phi p de t. Et on vous dit que cette fonction-là est classe C1 et ça vous donne l'expression de sa dérivée. Alors il faut bien comprendre dans quelle situation on se trouve ici. Donc là, on a affaire à f qui est une fonction qui va de u dans R. Et en fait, on la compose avec une autre fonction qui va de R dans U et qui a t associe phi 1 de t, phi p de t. Donc en fait, on est en train ici de calculer la dérivée d'une composée, la composée de f avec cette fonction h. Et donc on calcule, on a en fait g, c'est f rond h de t. Et on regarde comment on dérive cette fonction, sachant qu'il ne s'agit pas ici d'une dérivée usuelle avec des fonctions de R dans R, parce que la première fonction h est à valeur dans U un ouvert de R puissance P, et la deuxième fonction f n'est pas définie sur R, mais sur U, qui est encore une fois un ouvert de R puissance P. Donc on a une formule qui est donnée dans le cours. Donc cette formule-là, ici, est relativement simple à retenir. En fait, il faut bien noter que quand on regarde notre fonction f, on peut la dériver par rapport à chacune des variables. Donc on peut dériver f par rapport à la première variable, la deuxième, la troisième. Et en fait, chaque fois qu'on dérive f par rapport à une des variables, on multiplie par la dérivée de ce qui est la ième variable, c'est-à-dire phi de t. Donc ça ressemble quand même un petit peu à la formule de f rond u' qui est égal à u' fois f' de u. Sauf que ici, le u' peut prendre différentes formes parce que f peut être dérivé par rapport à chacune des variables. Donc la démonstration de ce théorème-là repose sur une écriture de g de t plus h. Donc tout simplement, on va essayer d'écrire un dl de g au point t. Donc on prend t, un élément de i, h tel que t plus h est encore dans i. Et on écrit du coup ce que c'est. Donc c'est f de phi 1 de t plus h, etc. Les fonctions phi 1 et phi p sont supposées de classe C1, donc elles admettent un dl1 en t. Donc on écrit ce dl1 pour chacune des fonctions, donc pour phi 1 ici, pour phi 2, pour phi p ici. Ensuite, ici à l'intérieur de f, on a en fait un vecteur de R puissance p qu'on peut décomposer en prenant d'abord la partie phi 1, phi 2, phi p de t. Après, tout ce qui dépend de h, donc h fois... d'ailleurs ici j'ai mal écrit le truc, mais h fois phi 1' de t plus petit o de h, h fois phi p' de t plus petit o de h. Et enfin, on applique le dl1 de f en ce point-là, qui nous dit que f de cette quantité-là, c'est la valeur de f au point considéré, donc cette quantité, plus la différentielle de f au point, scalaire, ce vecteur-là. Donc on le retrouve ici, écrit sous la bonne forme. Donc comme je l'ai dit ici, j'ai fait une bêtise, le h j'aurais dû le rentrer là, et en remettre un ici. Donc la bonne forme est ici. Et en plus, la norme de ce vecteur-là, la norme du vecteur ici, fois un petit o de 1. Alors au lieu d'écrire le epsilon de quelque chose avec le quelque chose qui tend vers phi 1, phi 2, phi machin, j'écris un petit o de 1, ce qui est plus simple à écrire. Et finalement, quand on regarde la première quantité ici n'est autre que g de t. La deuxième, je peux sortir mon h de ce truc-là. Et quand je sors mon h, il va me rester quoi? Il va me rester h fois df de phi 1 de t, phi p de t, fois phi 1', phi 2', phi p'. Donc cette quantité-là.
Donc je vous rappelle que le point ici représente un produit scalaire, donc on fait coordonnée par coordonnée. Et enfin, il va me rester les petits taux de h ici que je peux sortir. Et ces petits taux de h, c'est les quantités qui sont négligeables, fois une fonction qui est linéaire. Donc je vous rappelle qu'une fonction linéaire est l'ellipse de chaîne en dimension finie. Donc ça va quand même donner quelque chose qui va être négligeable devant h. Et cette quantité-là, c'est un petit taux de 1 fois quelque chose qui est de l'ordre de grandeur de h, passé h fois un vecteur, globalement. Et ce vecteur-là est borné parce que chacune des coordonnées, c'est phi1' de t plus petit taux de 1, etc. Donc du coup, on se retrouve avec un dernier terme qui est de la forme de petit taux de h. Donc du coup, à la fin, on conclut en disant que G admet un del 1 en t. Du coup, G est dérivable en t, et on obtient que notre G' de t, c'est la quantité ici devant le h, donc la somme des phi' de t fois des ronds i de f de phi1, phi2, phi p de t. Bon, dernier point, on avait dit que G était classé 1, donc pour démontrer que G est classé 1, il faut vérifier que la dérivée est continue, mais quand on regarde ce qu'il y a dans la dérivée, phi' de t est continue parce qu'on a supposé que phi était classé 1. On a supposé que f était classé 1, donc la dérivée im est classée 1. Je la compose ici avec des fonctions continues. Donc du coup, c'est une composée ici de fonctions continues, donc ça va être continu. Et finalement, je fais une somme de fonctions continues. Donc tout va bien, ma fonction g' est continue, et donc g est classé 1. Alors que peut-on faire à partir de la règle de la chaîne? Plein de choses, mais il faut bien comprendre notamment ce qu'on voit ici. On va se retrouver dans cette situation, notamment quand on va vouloir faire des changements de variables. Donc quand on a une fonction, on va vouloir changer de variable, on va être amené à poser ce genre de choses. Et donc notamment pour les équations dérivées partielles, ça pourrait être utile. Alors, la suite du cours, ça consiste à décaractériser les fonctions constantes sur un ouvert convexe, j'insiste. Donc on prend une fonction f de classe C1 sur un ouvert convexe, u de Rp, et on nous dit que f est constante si et seulement si ses dérivées partielles d'ordre 1 sont nulles sur u. Alors bien sûr, si f est constante, quand on regarde chacun des taux d'accroissement en n'importe quel point suivant n'importe quelle composante, en numérateur on a 0. Donc du coup, la limite du taux d'accroissement ça fait 0, et chacune des dérivées partielles va donc être nulle de partout. Donc vous voyez que le caractère convexe n'a aucune espèce d'intérêt dans ce sens-là. Réciproquement, si on suppose toutes les dérivées partielles de f nulles sur u, alors on va prendre maintenant deux points a et b dans u, et notre but c'est de démontrer que f de a égale f de b. Donc pour ce faire, on va utiliser la convexité de u. La convexité de u nous dit que l'ensemble des tb plus 1 moins ta reste dans u. En effet, tb plus 1 moins ta quand t appartient à 0,1, ça décrit le segment AB. Et quand on a une partie convexe, quand on a deux points dans le convexe, le segment AB reste dans le convexe. Alors quand je parle de segment, ici on est bien d'accord, c'est pas un segment dans R, mais un segment dans R puissance P. Du coup, on pose pour tout i dans P les fonctions phi qui est à t à 0,1 associe tbi plus 1 moins tai. Donc vous marquez que c'est chacune des coordonnées de cette fonction-là, qui est à t associe tb plus 1 moins ta. Et finalement, on pose ce truc-là. Donc finalement, mon G, on aurait pu l'écrire autrement. On aurait pu l'écrire comme ça. On aurait pu écrire que G, T associe F de TB plus 1 moins TA, ce qui serait exactement la même chose, sauf que nous, dans le cours, on a choisi de le décomposer coordonnée par coordonnée. Donc du coup, on applique maintenant la règle de la chaîne, on va calculer la dérivée de G. Donc on a bien le droit, parce que mes fonctions phi i sont bien de classe C1, parce qu'en fait elles sont affines. La fonction f, elle est supposée de classe C1. La fonction phi i, les fonctions phi1, phi2, phi p, vérifie bien que cette quantité-là, sans le f, cette quantité-là se trouve dans l'ouvert U par définition des phi, parce que je rappelle qu'on a pris les coordonnées de tb moins 1 moins ta qui est dans U. Et donc du coup, on peut appliquer la règle de la chaîne, et la règle de la chaîne va nous dire que g' de t est égal à ça. Mais je vous rappelle qu'on a supposé chacune des dérivées partielles de f nulle, donc on va obtenir que g' de t, c'est une somme de 0, donc c'est la fonction nulle. Du coup, ma fonction g est constante sur l'intervalle 0,1, et comme elle est constante, on a g de 0 égale f de a, qui est égal à g de 1 qui vaut f de b. Donc on a f de a égale f de b.
Comme c'est valable pour tout AB dans U, f est constante sur U. Alors vous remarquez quand même que la convexité ici n'a pas eu beaucoup d'intérêt. Ce qu'on a surtout utilisé, c'est la possibilité, alors on va dessiner le plan R2, et je vais considérer cette partie-là par exemple. Cette partie-là, alors bon, mon dessin n'est pas super bien fait, mais elle n'est pas convexe. Vous voyez que par exemple, si je relie ces deux points-là, je ne reste pas à l'intérieur de ma partie. Donc, mais cependant, elle a une propriété, c'est que si je me place ici, alors c'est approximatif, vous m'en voudrez pas, je peux relier avec chacun des points. Vous voyez ici, je peux relier chacun des points à ce point central sans sortir de l'ouvert. Alors, ce qui fait que si je reprends ma démonstration et que ce point-là, que je vais appeler, je sais pas moi, A, je le relie à un point B quelconque, je vais obtenir que que G de A égale, que f de A égale f de B. Donc comment est-ce que je vais obtenir ça? De la même manière que ce que j'ai fait avant, je vais considérer mon segment AB en écrivant que les points de ce segment s'écrivent sous la forme TB plus 1 moins TA. Je vais poser ma fonction g qui est f de tb plus 1 moins ta. Je vais démontrer que sa dérivée est nulle. Et comme sa dérivée est nulle, elle est constante et n'obtient que f de a égale f de b. Ceci étant valable pour tout b dans mon ouvert, je vais bien obtenir ce que je voulais, c'est-à-dire que pour tout b dans l'ouvert, f de b est égal à f de a. Et du coup est égal à f de b' qui est là, et à f de b seconde qui est ici. Et vous voyez que tous les points auront bien la même valeur, et cette valeur c'est f de a. Donc ma fonction sera constante. Alors, donc moralité, ce théorème-là, bien sûr dans le programme, il est écrit avec les fonctions constantes sur un ouvert convexe, donc ça on peut utiliser le résultat directement dans le cas de l'ouvert convexe. Et là, je viens de vous expliquer qu'on peut avoir un résultat plus fort qui est valable dans d'autres types d'ouverts. Cependant, ce résultat plus fort, pour l'utiliser, il va demander de bien connaître cette démonstration-là. Parce que comme je dis, la démonstration reste quasiment identique, il suffit juste de bien choisir le point A au départ. Mais donc si vous la connaissez, vous pourrez la refaire relativement facilement. Alors après, il y a une deuxième règle de la chaîne. Donc cette fois-ci, on va se placer avec f défini sur un ouvert de R2, un ouvert U de R2, et on va essayer de s'intéresser à la fonction qui a UV dans l'intervalle V, associe f de xuv plus f de xuv virgule yuv. Donc la situation est un petit peu différente cette fois-ci. On se place maintenant avec ma fonction f qui est définie sur U à valeur dans R. Et donc j'ai un autre ouvert V, alors qui est aussi inclus dans R2. Et je vais définir une fonction ici, qui a UV appartenant à V, associe X de UV, Y de UV. Et après, je vais composer ça par F. Donc vous voyez que dans le cours, la fonction qu'on considère la fonction g qu'on définit, en fait, g, ça va être égal, alors si encore une fois celle-ci je l'appelle h, c'est f rond h, où h, c'est une fonction qui va de R2 dans R2, donc ce n'est pas une fonction habituelle, et f, c'est une fonction qui va de R2 dans R, donc pareil, ce n'est pas une fonction habituelle, ce n'est pas une fonction de R dans R. Donc ce théorème-là nous dit que si nos hypothèses sont bien vérifiées, c'est-à-dire que f est classe C1, que les deux fonctions x, y sont classe C1 définies sur V, et pour tout UV dans V, x de UV, y de UV est dans U. Donc pourquoi dans U? C'est pour pouvoir composer dans F, par F. Alors cette fonction-là, qui est la composée plus ou moins des deux fonctions qu'on a vues sur le notepad, c'est bien une fonction de classe C1, à valeur réelle, et elle est classe C1 sur V, et en plus on connaît les dérivées. Alors vous voyez ces dérivées ici, c'est d rond f sur d rond x
fois d rond x sur d rond u, plus d rond f sur d rond y, etc. Alors remarquez bien qu'encore une fois ici, on peut essayer de comprendre comment on fait ça. Quand on veut dériver g par rapport à u, en fait, ce qu'on veut dériver, c'est cette quantité-là. Donc quand on veut dériver par u, il y a deux manières. On peut dériver selon la première variable ou selon la deuxième variable. Alors quand on parle de première variable, c'est la première variable globalement, c'est-à-dire x de v. Donc je peux dériver par rapport à x, auquel cas je redérive le x par rapport à u. Et je peux dériver par rapport à y, donc par rapport à la deuxième variable cette fois-ci. Et je redérive le y par rapport à uv. Donc notez bien que ici, le y qui est là désigne la deuxième variable de la fonction f, alors que le y qui est là désigne cette fonction y qu'on a considérée au départ. Pareil pour le x, ce x là et celui-ci n'ont pas le même sens. Ce premier x désigne la première variable de la fonction f, ce deuxième x désigne la fonction qu'on a pris ici. Pareil, quand on veut dériver par rapport à v, on peut faire cette dérivée par rapport à v par rapport à la première variable, ou par rapport à la deuxième variable de f, et vous remarquez qu'on a une formule qui est tout à fait similaire à celle dessus en changeant certains u en v. Et donc on fait la somme des deux quantités. Alors une manière de retenir cette formule, parce que c'est vrai qu'elle est assez longue à écrire, c'est celle-ci. Attention quand même quand vous retenez cette formule ainsi, d rond f sur d rond x, ça ne veut pas dire grand-chose, il faut toujours réfléchir. Quand on donne une dérivée, c'est en quel point? Parce que vous voyez ici, c'est la dérivée en un point donné, donc c'est une valeur. Et là, c'est une fonction. Donc comment ça pourrait être égal à ces quantités? Donc là, on a tué un petit peu les points où c'était considéré. Mais en quel point calculer d rond f sur d rond x? Vu ce qu'on a posé ici, c'est forcément au point x de v, y de uv. En quel point dériver x par rapport à u? Vu qu'on est en uv, c'est forcément en uv aussi. Donc vous voyez, c'est assez naturel de compléter, de dire en quel point ça on dérive. C'est pour ça qu'on ne l'écrit pas forcément. Donc voilà pour cette règle de la chaîne. Donc après on peut le démontrer, donc je vais peut-être pas passer trop de temps sur la démonstration, mais c'est un petit peu le même genre d'idée que celle qu'on avait eue dans le premier cas. Donc vous voyez ici, on calcule une dérivée par rapport à la première variable. Donc on ajoute t sur la première variable, et on va décomposer un peu tout ça avec des développements limités, et ça va bien se passer. Non, pardon, on va refaire la règle de la chaîne par rapport à cette variable-là, autant pour moi. Alors, un cas particulier important où on va utiliser cette règle de la chaîne de variables, c'est le passage aux coordonnées polaires. Donc, on considère une fonction f qui a x, y dans R2 associe quelque chose. Et on va passer aux coordonnées polaires, c'est-à-dire qu'on va vouloir écrire que mon x, je peux l'écrire sous la forme r cos θ, mon y, je peux l'écrire sous la forme r sinus θ. Et je vais pouvoir poser du coup cette fonction-là, et je vais essayer de calculer sa dérivée. Donc remarquez bien la situation ici. Donc on a notre f, pareil, qui va de R2 dans R, qui a xy associé f de xy. Et en fait, notre xy, on va vouloir le réécrire sous la forme r cos θ, r sinus θ. Et donc, on fait une fonction qui a r θ associé r cos θ, r sinus θ. Sur quel ensemble va-t-on définir cette fonction? On a besoin d'un ouvert. Donc, mon r ici, on va le prendre dans R plus, étoile, par exemple. Et le θ, on va le prendre dans... on peut le prendre éventuellement dans R si on veut, c'est pas un problème. Et donc, on va voir comme ça notre changement de variable. Alors, si on veut un vrai changement de variable, il faudra faire attention aux ensembles que l'on prend ici. Donc, cette fonction-là, je peux l'appeler par exemple h. Et du coup, ma fonction g, encore une fois, que je considère, c'est f rond h. Et du coup, à r θ, associe f de r cos θ, r sinus θ. Donc après, on peut vouloir regarder donc la dérivée de cette fonction. Donc on applique notre règle de la chaîne de variables. Et quand on veut dériver g par rapport à r, donc on peut le faire par rapport à la première variable ou par rapport à la deuxième. Donc c'est d rond f sur d rond x de r cos θ, r sinus θ, fois la dérivée de cette quantité-là par rapport à r, d'où le cos θ qui est là, plus la dérivée de f par rapport à la deuxième variable en r cos θ, r sinus θ,
fois la dérivée de cette deuxième variable ici, si j'arrive à la prendre entier, c'est mieux, par rapport à r, donc ça nous fait notre sinus θ. Et quand on veut dériver g par rapport à θ, ben on fait la même chose. On dérive f par rapport à x, r cos θ, r sinus θ. Et on fait la dérivée de x par rapport à θ, donc ce qui me donne ce moins r sinus θ. Puis on fait l'autre dérivée, donc d rond f sur d rond y, de r cos θ, r sinus θ, fois cette quantité-là, qui n'est autre que la dérivée de cette deuxième variable ici. Donc voilà, donc je continuerai dans une autre vidéo sur la suite du cours. À noter que c'est cette règle de la chaîne, une variable et deux variables, mais notamment deux variables, c'est quelque chose qu'on sera notamment amené à utiliser dans tous les problèmes de résolution d'équations dérivées partielles. Souvent, l'énoncé vous donnera un changement de variable qu'il faudra appliquer. Et pour calculer les dérivées de la nouvelle fonction, on sera amené à utiliser cette règle de la chaîne en faisant bien attention de prendre le temps au préalable de faire un petit diagramme pour bien comprendre comment ça se passe. Donc par exemple ici, bien poser notre fonction, qui est qui, bien poser fonction, pour ne pas écrire n'importe quoi.